Ah, bonsoir à tous et bienvenue donc à ce webinaire organisé avec trois sponsors cette fois-ci, X-Rite, BenQ pour les fabricants, Digixo, le partenaire revendeur, et on verra tout à l'heure qu'ils nous ont concocté quelques petites offres spéciales. Et dans quelques instants, je vais vous présenter, mais d'ailleurs elle va se présenter elle-même, Maria, qui travaille sur un certain nombre de sujets, dont la photographie de food, mais c'est elle qui va vous en parler. On attend encore un tout petit peu que tout le monde s'installe. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui rentrent, hein, si vous voulez, dans la plateforme. Donc, on va les laisser se connecter. Voilà. Et quand ce sera un petit peu stabilisé, on va lancer le webinaire lui-même. Ben voilà, Maria, si tu veux y aller, je te passe la parole et la caméra aussi. Ça marche. Alors, je me connecte. OK. J'espère que tout le monde me voit bien et m'entend bien. On a eu des petits soucis là-dessus. Alors, bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup de votre présence. Ça me fait vraiment hyper plaisir et ça me touche beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les trois partenaires qui ont rendu ça possible. Donc, Digixo, BenQ et X-Rite, et aussi par remercier Hervé qui m'a proposé de faire un webinaire. Et voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir faire ça. Je vais vous présenter le plan de ce soir. Et après, on va commencer. Je vais d'abord commencer par me présenter parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent, mais pas tout le monde. Ensuite, on va parler du processus de création d'une recette. On va parler aussi de la mise en scène de la photo et en termes vraiment très pratiques. Ensuite, on va parler de tout ce qui est édition et retouche. Personnellement, j'utilise Lightroom, donc je vous montrerai comment j'ai fait sur une recette en particulier. Et ensuite, je parlerai de mon setup, qu'il soit dans mon studio ou dans mon bureau, là où je passe du temps à faire de l'édition. Pour finir, je parlerai de 5 astuces qui, pour moi, ont vraiment fait une énorme différence en matière de photo culinaire. Et je vous parlerai aussi de d'autres personnes, d'autres inspirations qui pourraient vous permettre de prolonger un petit peu la réflexion. Comme vous imaginez, la photographie culinaire, c'est un domaine qui est énorme, qui est vraiment très très large, que moi je trouve absolument passionnant. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Et on va malheureusement en 1 heure, on n'a pas le temps de parler de tout. Donc je vais faire de mon mieux pour rentrer un petit peu dans les détails, mais aussi parcourir. On a beaucoup de choses à dire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une possibilité de poser des questions, si vous voulez que j'insiste sur quelque chose en particulier. Mais sinon, on fera d'autres webinars ou alors vous pouvez m'écrire et je me ferai une joie de vous répondre. Alors, pour commencer, je m'appelle Maria, j'ai 31 ans, je suis franco-brésilienne et je suis chef et photographe. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la partie plus photographie et ensuite on arrivera sur la cuisine. Alors, je vous partage mon écran. Donc, alors, je pense que je peux faire un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc ça, c'est moi. Je fais pas mal de photos, mais je fais aussi beaucoup de voyages et je trouve que le voyage, la photo, la cuisine, tout ça va plutôt bien ensemble. Et je vais juste vous parler hyper rapidement d'un voyage que j'ai fait qui a vraiment renforcé mon amour de la photo. J'ai acheté une petite moto en Nouvelle-Zélande et avec mon compagnon, Rémi Chapeau Blanc, vous le connaissez peut-être parce qu'il a déjà donné un webinaire pour X-Rite et BenQ et il est aussi photographe et il a notamment fait une très belle série qui s'appelle Gods and Bees. Donc je suis certain que ceux qui connaissent un petit peu la photo parmi vous connaissent son travail. Il y a un lien dans son site, dans la bio, donc vous pourrez voir ça. Et on a fait un grand voyage où on a acheté des motos en Nouvelle-Zélande et on les a ramenées par la route jusqu'en France. Donc ça nous a pris 3 ans, 17
17 pays à traverser. Bon, voilà, ça a été une aventure assez folle. Et sur la route, on a fait du coup pas mal de photos. Et ça, c'est toute une partie de mon travail qui est vraiment la photo de voyage, de paysage, d'aventure, pas mal de photos de moto parce que du coup, sur la route, on a écrit des podcasts, enfin, on a participé à des podcasts, on a écrit des articles. Donc voilà, ça c'est tout un pan de mon travail. Ça, par exemple, c'était au Népal. Népal aussi, la chaîne des Annapurna. Voilà, je vous montre quelques photos. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi le fait que j'ai beaucoup intégré dans mon travail de photographie plus de reportages. Et mon sujet de prédilection, vous vous doutez bien que c'est la nourriture. Donc en fait, je vais vraiment chercher à m'intéresser à l'intimité des gens, à ce qui se passe derrière les murs de la cuisine. Et autant que faire se peut, prendre en photo de la nourriture en voyage parce que ça rejoint mon autre métier qui est celui de chef. Et je me sers des voyages pour faire de la veille, faire des tests, participer à des cours de cuisine avec des chefs locaux parce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Et voilà, on arrive donc, du coup à ce qui nous intéresse, la photographie culinaire. Alors, je repasse. La photographie culinaire, j'y suis arrivée vers mes 25 ans. J'ai commencé la cuisine à 20 ans, assez tard finalement dans ce que c'est un parcours de chef traditionnel. Mais j'ai fait quelque chose qui était totalement différent avant. Et donc vers 20 ans, je me suis mis à la cuisine. J'ai fait un CAP cuisine assez, somme toute, classique. Et j'ai commencé à bosser dans plusieurs restos. J'ai bossé énormément à l'étranger aussi parce que c'était une de mes motivations du coup de voyage. Et pour moi, la photo a commencé quand j'ai ressenti la nécessité de présenter mon travail. Tout d'abord, quand j'avais une entreprise de gâteaux et j'avais besoin de montrer ce travail sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'était très important de maîtriser de A à Z le processus créatif. Et je suis sûre que certains d'entre vous ressentent ce besoin-là et surtout vous passez tellement de temps à faire de votre produit, de votre art le mieux, la plus belle, enfin le mieux qu'il puisse être. Et ensuite, la photo ne va pas refléter tout le travail que vous avez mis dedans. Donc moi, je trouvais ça extrêmement frustrant et je me suis dit, ok, je vais apprendre et je vais faire en sorte que la photo soit aussi belle que ma vision. Et surtout à l'époque, Instagram n'avait pas l'importance que ça a maintenant, mais ça n'a fait que confirmer que c'est absolument primordial. Donc, j'ai commencé par faire des photos de mes gâteaux. Bon, quand je les revois maintenant, je souris un peu parce que je suis sûre que sur le coup, je pensais que c'était super. Et ensuite, la photo, c'est vraiment... Enfin, j'ai eu un usage encore plus fort de ça parce que j'ai commencé à former des gens en cuisine. Donc, j'avais des apprentis. Et souvent, je travaillais tôt le matin et j'avais besoin que les plats que j'imaginais le matin, une fois qu'ils étaient servis le soir, ressemblent à ce que j'avais imaginé en fait. Et du coup, j'ai commencé par dessiner la mise en assiette. Bon, vous allez voir plus tard que je dessine vraiment très très mal, donc ça servait vraiment à rien. Et voyant que ça ne marchait pas, en fait, j'ai commencé à prendre en photo les assiettes pour pouvoir qu'il y ait une reproduction très fidèle en fait de mon travail. Et en faisant ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la mise en scène, à la lumière. Et on a commencé aussi à utiliser ces photos pour les réseaux sociaux. Et c'était en Nouvelle-Zélande, donc je pense j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu en avance par rapport à ça, par rapport à la France. Mais voilà, donc la photo est arrivée dans ma vie de manière vraiment très forte à ce moment-là. Et j'ai décidé d'appeler ce webinaire l'assiette en couleur parce que le thème de la couleur m'est très cher. Et je trouve que c'est quelque chose qui est souvent négligé dans les recettes, dans la création de recettes. Et pour moi, c'est un aspect qui est vraiment primordial parce que c'est mon langage premier.
Et je trouve aussi que c'est la meilleure façon de donner envie aux gens. Et sachant que maintenant, les gens choisissent la plupart du temps leur resto sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et donc ils font ça en passant par les photos, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et surtout quelque chose dont les gens peuvent se servir pour attirer l'attention, parce que on est tellement submergé de photos dès qu'on ouvre notre téléphone qu'il faut vraiment que la photo que vous produisiez détonne, sorte du lot. Et j'espère que je vais vous donner quelques astuces pour que ce soit le cas. Et pourquoi la couleur est aussi importante pour moi, c'est parce que je suis synesthète, comme 20% de la population. La synesthésie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une pathologie neurologique, mais qui n'est vraiment absolument pas grave du tout. Et en fait, c'est un système d'organisation différent où plusieurs sens vont être associés et de manière pérenne, alors que normalement, ils ne sont pas associés. Par exemple, la synesthésie la plus classique, et il y en a sûrement parmi vous, c'est les personnes qui voient les lettres ou les chiffres ou les jours de la semaine en couleur. Voilà, donc ça c'est assez classique. Ça peut être, et en fait, c'est un moyen pour le cerveau d'avoir une meilleure mémoire, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste totalement différent. Et moi, ma synesthésie, elle est avec les personnes. Donc, je vois les personnes en couleur. C'est notamment pour ça que voilà, le pseudo que j'ai choisi, c'est rouge. Et je vois aussi les saveurs en couleur. Voilà. Dans ma tête, j'ai comme une bibliothèque de goûts et de couleurs. Et en me concentrant, je peux associer des aliments sans avoir à y goûter, en fait. Et comme ça, je vais savoir assez rapidement si un plat peut marcher ou pas. Donc voilà. Donc en fait, dans mon métier, c'est assez pratique. Je pense aussi que j'y suis arrivée parce que j'avais ce système-là de pensée. Mais en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner, parce que il y a plein de synesthètes autour de nous qui s'ignorent souvent, et ça peut vraiment vous aider à avoir une meilleure compréhension, en fait, de votre rapport au monde et de votre mémoire. Donc ça, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'arriver à se comprendre un peu. Et souvent, quand on crée une recette, on va penser au goût des aliments. On va se dire tel aliment va aller avec tel aliment, et puis voilà, ça va marcher ensemble. Mais je pense qu'il faut aussi évidemment associer les couleurs, et aussi porter un point d'honneur à associer les textures. Parce qu'une fois qu'on a choisi l'aliment, une fois que les personnes sont venues vous voir, ce qui va se passer dans la bouche, c'est quand même ce qui est très très important. Et la texture est un peu le préambule au goût. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Alors, moi, par exemple, dans mon processus de création de recettes, avant, je travaillais en restauration, donc j'avais des recettes à créer tous les jours, voilà. Maintenant, depuis peu, je travaille pour Rutabago, qui est une box, vous connaissez sans doute, qui fait des recettes, en fait, qui sont livrées chez vous avec tous les ingrédients, et voilà. Et moi, je crée les recettes et je fais les photos pour eux. Donc, ça me demande de créer énormément de recettes, et j'ai un cahier des charges qui est assez strict, évidemment. Donc là, on va vraiment imaginer qu'on crée la recette que pour soi, qu'on s'inquiète pas, on s'inquiète pas des coûts, on s'inquiète de rien. Donc moi, dans ce processus-là, ma pierre, la première pierre, comment dire, mince. Le début de ce processus, pour moi, ça va être de choisir la star, en fait, du plat. Et souvent, ça va être un légume ou un fruit de saison. C'est vraiment ça qui va aiguiller mon choix. Et donc, par exemple, on va montrer un plat en particulier. Et là, par exemple, dans ce plat, j'ai choisi la figue. Donc, pour moi, c'est hyper important, pour plein de raisons, de travailler avec les fruits et les légumes de saison, d'un point de vue évidemment écologique, mais aussi en termes de diversité alimentaire, parce que
Je suis pas du tout du genre à donner des règles de ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut pas manger. Je trouve que c'est assez néfaste. Mais pour moi, le plus important, c'est de manger de manière diversifiée. Et donc, le fait de suivre le calendrier des saisons est un bon moyen, en fait, de rentrer là-dedans. Ensuite, je vais faire attention à la base de mon plat. Donc, par exemple, quel féculent je vais mettre. Ou alors, ça peut être une base juste de manière très physique sur l'assiette. Est-ce que je vais mettre un dip de légumes avec, par exemple un houmous, une purée de légumes, plein de choses. Et à partir de ça, je vais construire en ayant en tête aussi la protéine, s'il y en a une, parce qu'on n'est pas du tout obligé de mettre des protéines animales, ça peut être une protéine végétale aussi. Et ensuite, de construire petit à petit l'assiette pour qu'elle ait la plus de hauteur possible, pour qu'on ait le plus d'éléments frais possible et qu'il y ait toute une déclinaison de textures et de couleurs qui rendent vraiment ça très intéressant. Par Oui. exemple, oui. Non, non, je disais parfait. Et tu me diras à quel moment tu veux que je lance le petit sondage, tu sais, pour qu'on puisse voir aussi le niveau des participants en photo culinaire. Oui, ça marche. Bah, je pense que c'est le bon moment de le lancer. Comme ça, on va voir où Oui, en est oui. tout le monde. Ça m'intéresserait vraiment de voir ça. Donc, ce qu'on a préparé avec Maria, c'est un petit sondage pour savoir ce que vous, comment vous vous positionnez par rapport à la photo de food. Donc, je lance le petit sondage. Vous allez voir que vous pouvez répondre aux différents choix. Et puis ensuite, je vais vous présenter le résultat de ce sondage. On n'est pas aux États-Unis, mais vous avez quand même le droit de voter. Donc, vous pouvez choisir une ou plusieurs des options. Et voilà, vous avez déjà démarré. Vous cliquez tout simplement sur la petite case qui vous paraît la bonne et vous faites soumettre. Très bien, vous êtes 85% à avoir voté. Je vais attendre encore un tout petit peu et puis après, on va présenter les résultats pour les. J'attends les derniers votes. Allez, c'est bon. On va partager. Donc, je ferme le sondage et je partage les résultats. Donc, la photo de Food et vous, 12%. Hein, c'est quoi cet anglicisme 13% qui pratiquent 2 fois par an pour leur anniversaire et nouvel an. Pratiquent à l'occasion, mais ce n'est pas leur spécialité, 58%. Donc, beaucoup de personnes qui en ont déjà fait un peu, mais peut-être qui justement ils sont là aujourd'hui pour en savoir plus, pour renouveler la pratique, pour connaître justement les trucs et astuces que tu leur as préparés. 18% je pratique souvent et j'adore, et 2% je pratique très ou trop souvent et je fais un livre dessus. Maria, est-ce que tu as une idée sur qui aurait pu répondre ça? Je pense que je sais. Je pense que je sais et je suis absolument ravie que cette personne soit là. On en parlera après, mais c'est super, c'est hyper chouette parce que c'est hyper diversifié, donc comme ça va parler un petit peu à tout le monde. J'ai vraiment envie que les conseils soient accessibles parce que je trouve que souvent c'est un petit peu trop gardé en fait le domaine de la photo. Et je trouve ça dommage parce que ça crée des complexes aux gens en fait de se lancer, donc il faut vraiment pas. Je reprends? Eh bien sûr. C'est parti. Alors, je voulais juste vous montrer quelques photos pour vous décrire un petit peu mon style. Comme ça, vous aurez peut-être vous aurez une meilleure image de ce dont je suis en train de vous parler. Et ensuite, je vous montrerai une recette en particulier qui, en plus, vous aurez la recette à la fin. Donc, ça va être sympa. Alors, je partage mon écran. C'est parti. Est-ce que ça marche? Nickel.
Ça marche, ok, super. Alors, donc, mon style est très contrasté, très coloré, comme je vous avais dit, et j'essaie toujours d'apporter des pointes de fraîcheur. Ça, c'est une recette de prunes au basilic que j'ai fait cet été. Là, on est sur un pad thai, donc vous voyez toujours beaucoup de verdure. C'est ça qui me plaît le plus. C'est peut-être influencé par le fait que je sois végétarienne, mais en tout cas, j'essaie toujours d'être très inspirée par la nature. Ça, c'est dans un resto. C'est très très simple, mais je trouve qu'il faut vraiment parfois aller juste faire quelque chose de propre, de simple, et c'est ça qui va attirer l'œil. Ça, c'est l'image du coup du webinar. Je vais parler de comment je choisis les couleurs après, mais là, vous voyez qu'on est sur quelque chose de contrasté où on est entre le rose, orange et le vert. C'était une des directives de cette photo-ci. Euh, et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus monochrome, mais avec quand même des touches. Sinon, j'aime beaucoup aussi faire des gros plans comme ça, enfin vraiment des macros sur le produit, tout ce qui est texture, texture de couleur et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et sinon, vous avez ce genre de mise en scène beaucoup plus estivale, beaucoup plus légère. Là, c'est des kefta de courgettes. C'est une recette qui est végétalienne et j'aime beaucoup le flat lay, comme vous avez pu voir. Donc, c'est le fait de prendre la photo vraiment du dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Et je vous montre ces images parce qu'en fait, je voulais vous illustrer à quel point donc, que je me répète encore, mais les couleurs sont très très importantes. Mais par exemple ici, on va avoir quelque chose qui va être assez contrasté entre le bleu et le vert, le jaune et le vert. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et par exemple, si on regarde la photo, ah mince, pardon, la photo que je vais vous montrer plus tard, j'ai plus décidé de travailler sur un monochrome. Et celle-ci, c'est mon style qui est mon style un peu favori. C'est un monochrome de recettes avec des pointes contrastées. Donc, par exemple, ça, c'est une salade de pastèques, fraises et tomates. Donc, tous les trois éléments sont rouges. Et je contraste ça avec le blanc de la feta et le vert de la menthe. Et cette salade, elle marche très très bien. Elle est vraiment délicieuse. La recette est sur mon Instagram si vous voulez. Et pour moi, ça, c'est mon style préféré en fait. Donc ça va être soit je vais penser à mes recettes de manière contrastée, soit de manière monochrome, donc un camailleux d'une même couleur, soit un monochrome avec des pointes de contraste. Alors, la recette qu'on va voir ensemble, c'est de la polenta crémeuse avec des figues rôties au beurre de sauge et des noisettes et un petit peu de parmesan. Donc là, je vous ai montré le dessin qui est en fait à la base de la création. Donc je commence par le dessin. Donc je pense que vous pouvez voir pourquoi je préfère la photo, parce qu'on dirait vraiment qu'un enfant de 4 ans l'a fait. Mais voilà, Mais en fait c'est non, juste très bien. ouais, bon, non mais bref, j'ai clairement pas fait les beaux-arts, mais c'est juste une base en fait, et j'aime bien garder ces dessins après parce que déjà ça me fait rire, et ensuite ça me permet de voir un peu d'où je suis partie. Alors on dirait des tulipes, mais c'est des filles, hein, je vous promets. Donc voilà, alors mon inspiration pour ce plat, c'était une feuille d'automne. J'avais envie sur une même photo, dans un même plat, dans une même assiette, avoir toutes les couleurs d'une feuille qui est en train de mourir, voilà, une feuille qui tombe. Donc on a le jaune avec la polenta, le orange avec le fond que j'ai choisi, que je vais vous montrer après. Ensuite, on va plus vers du brun violet sur la figue et encore un tout petit peu de vert qui est représenté par la feuille de sauge. Donc voilà, c'était vraiment mon inspiration pour ce plat. En plus, il a fallu que je le crée en automne, donc c'était exactement la saison pour les figues. Il se trouve que j'en ai plein dans le jardin, donc ça c'est plutôt chouette. Et là, on est vraiment sur encore ce dont je vous parlais, cette histoire de camailleux de couleurs avec une pointe de fraîcheur qui constitue vraiment ce que moi je préfère. Après, ça veut pas dire que c'est pas, enfin, si ça vous plaît pas, je l'entends. Il faut juste que vous trouviez ce que vous avez envie de montrer, en fait. Pour moi, le plus important dans la photographie culinaire, c'est de savoir quelle histoire
vous voulez raconter et d'avoir les moyens et les connaissances pour la mettre en scène en fait. Et les moyens, comme vous allez voir, il peut suffire de vraiment très très peu. Et toute cette histoire de mise en scène, en fait, c'est que des essais en fait. Tout le temps, il faut essayer, il faut se tromper, il faut faire des tests. Et il n'y a que comme ça que enfin vous allez réussir à reproduire en photo l'inspiration que vous avez. Et je vous jure que quand ça marche, c'est vraiment le sentiment le plus merveilleux au monde, quoi. Enfin voilà. Moi, ça m'arrive pas tout le temps, hein, je vous avoue. Mais sur cette image-là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, donc l'inspiration, c'était une feuille d'automne, la saison, c'était l'automne, et ce que j'avais vraiment envie de mettre en avant, c'était les figues. Et l'élément un petit peu twist de la recette, ça va être le beurre de sauge que j'ai fait avec les figues et qui va vraiment venir illuminer le plat. Je vous ai fait plusieurs photos au fur et à mesure en fait des plats et après la photo retouchée, non retouchée, comme ça vous allez pouvoir voir les différences. Je commence toujours par faire la photo de l'assiette ou des premiers éléments de l'assiette pour un petit peu placer les éléments et faire ma mise au point, faire mes réglages, voilà, tout ça. Je m'excuse pour ma voix, j'ai vraiment la voix de Jeanne Moreau ce soir, donc je suis un petit peu malade, mais je vous ferai peut-être une petite chanson à la fin, donc restez. Donc là, on a juste la polenta qui est dans l'assiette. Le fond, je vais vous en parler après, mais c'est tout simplement une feuille de papier qui est vraiment spécialement pour ça. Je vais vous montrer après d'autres que j'ai aussi. Et voilà. Et ensuite, j'ai commencé par venir placer mes éléments. Donc là, on a juste la figue qui était déjà rôtie, quelques feuilles, la décoration, le parmesan, les noisettes concassées. Et ça va vraiment constituer ma base. Donc, comme je vous disais, la base de féculents ou de purée, enfin quelque chose qui va vraiment faire corps au plat parce que j'aime pas avoir faim. Ensuite, les éléments dessus, donc soit protéines animales, soit protéines végétales, les légumes. Tout ce qui est quelque chose de très végétal. Et ensuite, la décoration. Voilà, et ça va vraiment venir habiller le plat. Donc, toujours penser aux textures. Là, on a le moelleux de la polenta, on a le croquant des noisettes, on a le fondant du parmesan. Donc, on joue vraiment sur plusieurs tableaux. À la limite, ce qui manquerait là, ce serait du croustillant. Mais bon. Il n'y a pas sur ce plat-là, mais en tout cas, il y a quand même un bel éventail de plats. Là, j'ai fait un test avec un réflecteur. Vous voyez la différence dans la lumière? On est sur quelque chose de beaucoup plus bleu, là on est sur quelque chose de pas mal plus jaune. Hop, je réarrange un petit peu mes trucs pour que ce soit un petit peu plus satisfaisant. Je vais venir un peu cacher si jamais il y a une feuille qui est pas très jolie et tout ça. Je vais faire en sorte que finalement c'est pas mentir, mais c'est mettre en scène pour que ce soit le plus beau possible en fait. Et ça, je pense qu'il y a une différence qui est importante. Et là arrive le beurre de sauge. Tout ce genre d'éléments, les sauces, la crème, tout ça, c'est quelque chose que je vais vraiment venir mettre au dernier moment quand je suis sûre de mes réglages parce que c'est des choses qui ont tendance à se figer. Les sauces peuvent couper, donc ça veut dire que la matière grasse va se détacher et faire cet aspect un petit peu granuleux. Donc on n'a pas du tout envie de ça. Par exemple, elle a un peu du mal à faire. Mais là, par exemple, vous voyez, quand ça fait cet aspect-là, c'est que là, voilà, c'est que là, ça va encore, mais ça peut aller un peu plus loin et ça sera beaucoup moins esthétique. Donc, du coup, la sauce, le beurre, c'est quelque chose que je mets vraiment en dernier. Là, j'ai mis un réflecteur doré et j'étais vraiment pas contente du résultat. Je trouvais que c'était trop jaune derrière. Ça, c'est la photo que j'ai finalement choisie. Et je vais vous montrer après les éditions que j'ai faites. Mais je trouve ça très important de bien se mettre en place, de bien faire ses tests, de bien mettre le fond, de bien présenter la nourriture comme on a envie.
Et ensuite de venir faire la photo. Parce que si vous avez bien fait ce travail de mise en place, si vous avez bien fait ce travail de mise en scène, l'édition, les retouches que vous aurez à faire derrière seront vraiment minimes et ça prendra vraiment beaucoup, beaucoup moins de temps. Et bien faire ce travail pour moi est essentiel, notamment si vous avez envie de gagner du temps en édition, comme je vous disais. Mais si par exemple vous devez shooter pour un client et que vous devez vraiment reproduire quelque chose à l'identique, juste changer les assiettes, continuer et faire pas mal de shooting rapidement, il est vraiment hyper important que ce soit reconductible et du coup et voilà. Donc du coup c'est pour ça que si plus vous travaillez votre photo en amont, moins, moins vous aurez de travail à faire en édition et plus vous aurez quelque chose qui est linéaire. Et ça, si jamais on shoot pour soi, pour son Instagram, c'est pas très important, évidemment. Mais si on shoot, par exemple, imaginez que vous avez une boutique de bougies et vous avez envie de reproduire tout le temps les mêmes photos pour vos clients, pour qu'il y ait une ligne directrice, bah ça me paraît hyper important, voilà, de prêter attention à ça, de prêter attention à l'éclairage, au fond et tout ça. On va plus appuyer là-dessus tout à l'heure. Mais vraiment penser que tout le travail que vous faites en amont, c'est autant de choses que vous n'avez pas à faire après. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable quand on commence à faire pas mal de volume. Donc, je vais vous montrer. Hop, j'enlève ça. Ok, super. Je vais vous montrer rapidement. Pardon, mais c'est grandi pour rien. Ok. Alors, donc ça c'est la photo que j'ai sélectionnée et ça, c'est le résultat final. Donc, c'est la photo de la recette, c'est ce que vous pouvez voir sur Instagram et tout ça. Et, ah mince. Alors, donnez-moi 2 secondes. Hop. Voilà, donc ça c'est la photo de base. Et maintenant, je vais vous montrer hyper rapidement parce que c'est pas le sujet de ce webinaire, mais on pourra totalement en refaire un sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Je vais vous montrer ce que je fais comme travail en édition. Je vais toujours commencer par la balance des plans. Là, par exemple, j'ai fait une balance automatique et en fait, finalement, je suis revenue sur ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, en fait, c'était la balance avec la charte de grille. Alors ça, c'est un outil hyper important que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, donc moi, comme je vous expliquais, j'aime beaucoup ce qui est contrasté. Donc, je vais toujours un petit peu pousser les contrastes pour voir avec quelle matière je travaille. Ensuite, là, j'ai fait un recadrage qui est spécial pour Instagram. Donc, c'est du 4/5e. Je vous conseille vraiment c'est le maximum en fait que vous pouvez faire sur Instagram. Et en plus, moi, j'aime bien travailler en portrait plutôt qu'en paysage, parce que je trouve que c'est beaucoup plus dynamique et ça occupe aussi, enfin, c'est tout bête, mais ça occupe plus de place sur l'écran des gens. Donc, ils vont passer plus de temps sur votre photo. Je ne sais pas si ça fait sens, mais comme vraiment sur Instagram, l'attention des gens est tellement difficile à attraper et à conserver, j'essaie vraiment d'occuper le plus d'espace possible. Voilà. Ensuite, finalement, le contraste, bon, je suis un peu revenue en arrière parce que je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu emportée. J'ai travaillé aussi sur les hautes lumières. Là, vous avez vu, j'ai enlevé un reflet en utilisant un filtre gradué. Parce qu'on avait un petit peu du reflet. Si c'était à refaire, je pense que je positionnerais peut-être un tissu ici pour enlever ce reflet-là. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé sur les ombres aussi, pour les remonter, pour qu'on ait bien beaucoup de détails dans les parties les plus sombres de la photo. Et ensuite, j'ai travaillé sur quelque chose que je fais assez souvent. C'est que soit je vais m'inspirer d'un filtre que j'aime bien. Alors ça, c'est une méthode aussi pour apprendre. Si jamais vous voulez savoir ce que vous aimez, enfin, réussir à avoir des éditions qui vous plaisent, vous pouvez prendre des filtres que vous aimez bien, dont vous aimez bien le rendu, et aller voir dans le développement qu'est-ce qu'il change sur la photo. Ça va être soit les couleurs, par exemple le TSL, ou alors ça peut aussi être la courbe des tonalités. Ça, c'est vraiment un outil super intéressant. Je m'en sers depuis pas très longtemps, mais ça m'a fait gagner quand même pas mal de temps. Donc voilà, vous regardez ce que le filtre fait.
Et comme ça, vous pouvez vous en inspirer, par exemple, ou faire un filtre un petit peu moins fort. Et voilà. Et donc, moi, il y avait un filtre que j'aimais bien. Et je suis allée voir ce qui changeait. Et après, je me suis mis un petit peu à jouer avec les couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce que c'est pas de la retouche très violente. Mais vous allez, ça, effectivement, c'est extrêmement violent, mais en fait, vous allez un petit peu travailler, voir ce qui vous va. Par exemple, sur la photo de base, moi, je trouvais que j'étais pas très satisfaite du jaune. Et j'avais envie, on peut soit le saturer un petit peu, alors c'est avec cet outil-là, voilà. Soit vous saturez un petit peu en bougeant les petites barrettes, soit vous allez bouger la teinte. Je vous montre par exemple, là on va sur le vert, voilà. Là le vert je l'ai rendu beaucoup plus émeraude et là il est plus jaune. Il disparaît complètement, mais par exemple si on est sur le magenta, c'est pas la bonne couleur. Prenons le jaune, voilà. Là, le jaune est beaucoup plus orange et là, il va devenir beaucoup plus vert. C'est pas beau du tout. Hop, on va comme ça. Voilà, donc ça, j'aime bien jouer un tout petit peu. Par exemple, je vais donner un peu plus de force au vert. Ça dépend vraiment de la photo. Et voilà, donc après, j'ai joué un petit peu avec les couleurs. J'ai un petit peu, une fois que tout ça est fait, je vais retravailler mon exposition et je vais un tout petit peu décontraster parce que souvent mon premier instinct ça va être d'aller un petit peu fort et après je reviens en arrière. Et ce que j'aime bien faire, c'est laisser la photo reposer, si je peux me permettre, toute une nuit. C'est un peu comme une bonne pâte à crêpes, si vous me permettez la comparaison. Mais ça vaut vraiment le coup de la laisser parce que souvent, on en fait plusieurs à la suite. On est fatigué, on vient de faire le shooting, on vient peut-être de cuisiner aussi. Enfin bref, c'est pas le bon moment pour le faire. Enfin, ça dépend de chacun, mais moi je sais que souvent ça me frustre. Voilà, une fois que j'ai fait mon truc, je ne vois plus vraiment très très clair en fait. Donc, soit je vais demander l'avis à des amis, à mon compagnon, parce qu'ils ont un bon œil pour ça, soit je laisse reposer et le lendemain, la tête fraîche, je vais repartir, là-dedans. Et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et donc voilà, donc le résultat final, c'est une photo qui est assez simple. Je vous ai pas montré de mise en scène autour. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Là, je voulais vraiment vous montrer une introduction au développement. Non, Et c'est très bien. ouais, super. Et bah voilà, maintenant je vais passer au setup, donc à comment je travaille. Euh, Moi, ma philosophie dans la photographie, c'est vraiment de commencer avec ce qu'on a. Ça me paraît très très important voilà, de commencer là où on est pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet ça permet de. Attendez, je vais repasser en. Oh, voilà. Ça permet en fait déjà de ne pas complexer, de ne pas se dire ok alors si jamais j'avais ce flash, ce truc, je pourrais commencer. Pour moi c'est pas vraiment la bonne façon de faire. En tout cas je sais que ça marche pas pour moi parce que je me dis tout simplement mais en fait je vais jamais me lancer parce qu'on n'a jamais le bon truc ou parfois c'est une question d'argent. Et du coup pour moi il faut vraiment commencer là où on est. Si jamais vous avez un smartphone qui fait des bonnes photos et bah allez-y quoi. C'est vraiment pas grave. Moi j'ai commencé avec un iPhone 3 je crois. C'était vraiment, excusez-moi mais dégueulasse et c'est pas grave quoi. Le plus important, en fait, pour moi il est vraiment beaucoup plus important de faire que de faire bien. Le faire bien, il arrive après, il arrive une fois que vous êtes bien planté, une fois que vous avez regardé des tutos, lu des bouquins, regardé des webinars sur une franco-brésilienne qui parle un peu vite. Enfin bref, il faut vraiment apprendre au fur et à mesure et surtout ne pas se dire ok il y a une montagne immense devant moi et je vais jamais réussir à franchir la première marche en fait. Donc vraiment commencez avec ce que vous avez. Vous allez voir que certains de mes équipements encore sont un petit peu comment dire
rustique et c'est pas grave en fait. Je m'équipe au fur et à mesure, je m'équipe au fur et à mesure de mes contrats. Dès que j'ai un petit peu d'argent, je fais un investissement, je demande des cadeaux pour mon anniversaire, je demande des cadeaux pour Noël et petit à petit, on finit par avoir un équipement qui est chouette. Si c'est aussi important pour moi de commencer avec ce qu'on a et de pas faire plein d'achats d'un coup, c'est aussi parce que au début, vous allez acheter des choses qui au final, va pas forcément correspondre à vos besoins ou à votre pratique. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une perte d'argent et en plus, ça risque de vous désencourager. Il vaut vraiment mieux, une fois que vous avez un petit peu défini votre style, une fois que vous avez défini ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous émeut dans la photographie culinaire, là, faire des investissements et à ce moment-là, prendre des choses qui valent vraiment le coup et des choses qui vont vous durer hyper longtemps. Donc, je vais commencer par vous montrer mon studio photo. C'est la première fois cette année que j'ai une pièce qui est dédiée que pour ça et c'est vraiment un luxe énorme, je m'en rends bien compte. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'avoir un endroit chez vous, dans votre appartement, où vous mettez toute votre vaisselle, tout votre matériel, tout votre fond, et qui soit vraiment un endroit dédié à ça. Si c'est un endroit qui est utilisable immédiatement, vous ferez d'autant plus de photos en fait. Si vous avez déjà les planches qui sont mises en place, le trépied qui est sorti, les lumières qui sont pas très loin, ça va vraiment débloquer votre pratique de la photo. Et comme je vous disais, plus vous allez faire de photos, plus vous allez faire de belles photos. Donc moi, je vois vraiment que depuis que j'ai un endroit qui est fait pour ça, en fait, déjà, je me sens plus concentrée. Ça apporte une légitimité à ma pratique et en plus très facilement je vais aller prendre une photo de quelque chose, de produits que je reçois ou alors je vais faire une assiette pour moi tiens ça c'est pas mal, blam blam je fais une photo, donc ça m'a vraiment complètement décomplexée en fait et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très important. Alors je vous montre mon setup, hop hop hop. Alors pour commencer, moi je suis allée chez Leroy Merlin et j'ai acheté deux planches de 5 mm et les dimensions, je trouve qu'elles sont vraiment assez idéales, c'est 60 cm sur 90. Donc c'est juste deux planches comme ça. Voilà, ça paye pas vraiment pas de mine. Là, vous pouvez voir un petit peu mieux. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la fenêtre, je coince une des premières planches ici, mais ça dépend de la photo que j'ai envie de faire, évidemment. Parfois, je la mets aussi ici. Et ensuite, j'ai une autre planche qui fait la base. Alors ça, pour vous dire, c'est la coiffeuse de ma mamie. Donc vraiment, utilisez ce que vous avez. Hein. Et après, voilà. Après, j'ai mis un petit clou ici pour faire tenir mon diffuseur. J'ai mon trépied qui est ici. J'ai mes fonds photos qui sont ici. Et là, on va avoir ma vaisselle. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rustique, ça ne paye pas vraiment de mine. Mais pour moi, vous avez des éléments là qui sont vraiment très importants. Donc, ça va être les planches en bois qui vont être votre fond. Donc, c'est quelque chose qui est assez versatile. Moi, je choisis de travailler plutôt en lumière naturelle parce que c'est quelque chose que je préfère. Là, quand je travaille pour, par exemple, mon employeur rue Tabago, je travaille avec des spots parce que je suis dans un endroit déjà pour l'instant qui n'est pas très éclairé. Et en plus, toutes les photos doivent avoir la même luminosité. Donc là, c'est plus facile pour moi de travailler avec une lumière artificielle. Mais je trouve que c'est très important de savoir maîtriser la lumière naturelle avant de s'attaquer à des lumières artificielles. Déjà, c'est ce qui est le plus accessible. Et ensuite, les leçons tirées de ça vous serviront vraiment pendant très longtemps. Un petit diffuseur comme ça coûte 15, 20 euros et ça permet en fait de venir casser la lumière. Pour moi, ça fait vraiment partie des éléments assez incontournables et qui sont vraiment pour marcher. Le trépied que j'utilise, moi, c'est un Manfrotto. Il est super. Il est assez grand. Sa particularité, en fait, c'est la colonne, qui normalement peut aussi se mettre rentrée, en fait, elle peut complètement se renverser, comme on voit ici, et ça permet de faire des flat lay. Donc, c'est ces prises de vue d'en haut qui ont vraiment ma préférence.
Et voilà, donc il est vraiment assez pratique. Dès que vous commencez à être un petit peu plus sérieux dans la photo, je pense que c'est un excellent investissement. Si jamais faire des photos en flat lay ne vous intéresse pas, ne vous embêtez pas, parce que ça coûte quand même plus cher. Mais moi, je trouve que c'est assez essentiel. Enfin, c'est quand même assez chouette comme prise de vue. Voilà, je vous en montre une autre. Donc là, c'est un autre point de vue. Là, vous avez mon réflecteur. J'ai un réflecteur qui est doré, ce qui rend assez bien en photo culinaire. Et de l'autre côté, il est argenté. Donc argenté, ça va plutôt être pour du packshot, des produits. Le doré, personnellement, je trouve ça plus joli pour les portraits et pour la photographie. Là, ce que vous voyez ici, c'est c'est plusieurs fonds en fait que j'ai. Je pourrais vous conseiller des boutiques si vous voulez. J'ai commencé par les faire moi-même avec de l'enduit, de la peinture, et voilà, donc c'est tout à fait possible. Bon, avec un succès, comment dire, certains ont été pas mal, certains ont été bof, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, donc du coup, j'ai aussi investi dans pas mal de fonds comme ça. Ils ont la particularité d'être un petit peu enduits, donc si vous versez de l'eau dessus, voilà, c'est vraiment pas très grave. Et vous en avez qui représentent comme ça des planches de bois ou un effet un petit peu plus cuivre. Celui-là, c'est celui de la photo, c'est vraiment un de mes préférés. Un blanc un petit peu rustique. Voilà, par exemple, ça c'est vraiment un exemple d'un investissement que j'ai fait trop tôt. J'étais tellement enthousiasmée par cette idée de fond en photo, j'en ai acheté plein. Et en fait, au final, je me rends compte que j'utilise les 5 mêmes parce que c'est ceux qui sont en plus en accord avec mes goûts, que finalement les fonds où il y a trop de matière, on voit plus trop ce qui se passe et ça vient prendre un petit peu le pas sur l'ingrédient, enfin sur le plat pardon. Et il faut quand même pas oublier que le plat c'est c'est la star de la photo quoi, c'est le plus important. Donc c'est vraiment dommage quand l'environnement prend le pas là-dessus. Donc voilà, donc vous voyez, apprenez de mes erreurs, n'achetez pas les trucs trop tôt parce que sinon après vous allez vous en vouloir. Ensuite, on passe à la vaisselle. Évidemment, c'est quelque chose qui est assez important en photographie. Comme d'habitude, je vais vous dire de commencer avec ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai commencé avec les plats de ma grand-mère et j'ai piqué plein de trucs à mes parents, bref. Mais voilà, donc commencez vraiment avec ce que vous avez chez vous et peu à peu, vous allez voir ce qui marche le mieux avec les photos. Là, j'en ai pas mal parce que avec le confinement, je dois faire les photos de mon travail chez moi. Mais voilà, donc là j'ai pas mal de vaisselle. Si jamais vous êtes dans la région guyarandaise, je peux vous en conseiller une super boutique qui fait des trucs très très belles et qui fait des trucs très beaux pardon et pas trop chers. Mais surtout n'hésitez pas aussi à utiliser d'autres éléments. Donc c'est pas que les assiettes, c'est pas que les bols. Par exemple là on a un très joli presse citron presse agrumes qui rend très très bien. Là c'est une tasse, là c'est un petit comment on appelle ça, un petit pot de lait. Et voilà, ça c'est ce genre d'éléments qui vont venir habiller et qui vont venir soutenir l'histoire que vous voulez raconter avec votre plat. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Là, un autre exemple, ça c'est un mortier, ça c'est une pince en bambou type un peu grille-pain, là c'est une paire de ciseaux. Tout ça c'est des choses qui, pardonnez-moi la photo est vraiment pas terrible, mais c'est des choses qui vont venir habiller, raconter une histoire. Parce que, par exemple, les ciseaux, je trouve que c'est assez joli de mettre ça avec lui. Si votre plat comporte des herbes fraîches, vous pouvez avoir une petite botte à côté avec les ciseaux comme si vous étiez en train de couper. Enfin, ce côté un peu précipité, je trouve que ça raconte quelque chose et ça va aussi vraiment faire la différence entre une photo où on passe juste comme ça et une photo où on s'arrête, on regarde les détails, une photo dont les gens vont se souvenir en fait. Et à la fin, enfin, c'est ce qu'on veut en fait. On veut que les gens se souviennent de nos photos, on veut que les gens soient émus. Ce qui peut aussi être intéressant à utiliser, ça va être des tissus. Donc là, bon, pardonnez-moi, je suis en plein déménagement, mais donc là, il y a pas mal de tissus, pas mal de petites serviettes, voilà. Et un autre truc qui est très intéressant aussi, c'est ces petites pinces. J'ignore leur nom, mais elles sont vraiment très pratiques. Pardon? Non, non, c'est très Non. bien. C'est très utilisé aussi pour le packshot. Et dès qu'on doit travailler sur du détail, même pour, par exemple, venir rigidifier un textile pour lui faire prendre une forme, hein, effectivement. Ouais.
En fait, je savais pas du tout. Moi, je me suis très peu renseignée sur toutes les techniques du backshot et peut-être que j'aurais dû. J'ai un petit peu commencé au feeling et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir ce genre de pince, qu'il fallait avoir des cure-dents pour faire tenir un truc et tout ça. Après, moi, j'ai pas envie de. Tu parles du backshot et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas vraiment envie qu'il y ait des choses qui ne soient pas naturelles sur ma photo. Par exemple, l'utilisation de colle et tout ça. Ça, je sais que c'est des gens utilisent ça pas mal dans tout ce qui est industriel, enfin voilà, pour la photo de grande distribution et tout ça. Et moi, je me refuse un peu à faire ça parce que j'ai envie de manger ce qu'il y a dans l'assiette après. Et je trouve que et voilà. Et c'est juste, c'est pas un jugement, mais c'est pas ma préférence, quoi. Donc du coup, moi, j'utilise juste des petites pinces, des petits cure-dents, des trucs comme ça. Et, voilà. Euh, alors, attendez. Et aussi, non, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Alors, ça, c'est mon matériel. Ça, c'est mon matériel un petit peu plus technique. Donc, comme vous voyez, j'ai pas non plus énormément de choses. J'ai un petit spot qui va me permettre de faire une lumière d'appoint. Si jamais vraiment j'ai la chance de vivre en Bretagne, mais du coup, ça fait qu'il pleut pas mal, il fait souvent gris. Et du coup, si jamais j'ai vraiment besoin de faire une photo ce jour-là et que ça peut pas attendre, c'est quand même cool d'avoir une petite lumière d'appoint. J'espère plus tard investir dans des spots et des flashs. C'est vraiment pour moi la prochaine grosse étape. Mais voilà, il me faut encore quelques petits contrats pour ça. Ici, ça c'est quelque chose que je viens juste de recevoir. C'est une lumière, c'est Profoto qui fait ça. Ça fait flash, mais aussi lumière continue. C'est quelque chose qu'on peut paramétrer avec son téléphone portable. C'est le modèle C1+. Il y a le C1 et le C1+. Donc on paramètre ça avec son téléphone portable. On peut le brancher avec le flash de son téléphone. Avec la télécommande, on peut le brancher à son appareil photo et on peut choisir la puissance, on peut choisir la température et il y a plusieurs dômes en fait qui peuvent. Je vais vous montrer. Attendez, je l'ai à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. En fait, je vais vous le montrer juste rapidement comme ça. Il y a un dôme en fait qui s'enlève et vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir type des gélatines, des nids d'abeilles, pas mal de trucs. Ça se clipse voilà, de manière magnétique et ça se met par exemple sur un petit gorillapod. Et pareil, ça va être une lumière d'appoint ou un petit flash. Ce genre de truc, je trouve ça vraiment super parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez emporter au restaurant avec vous. Si jamais vous voulez faire des jolies photos pour votre Instagram, si jamais vous voulez faire un petit peu de reportage en restaurant, souvent le problème des photos de restaurant, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et à moins que vous ayez vraiment à 10h du matin, mais c'est rarement possible. Du coup, il n'y a pas de lumière, ce qui fait que les photos souvent sont hyper bruitées, voilà, pas très nettes. Donc c'est vraiment dommage. Donc avoir une petite lumière d'appoint comme ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Alors ensuite, on continue sur quelque chose qui est vraiment très important. Hop, pardon. Ok. Donc je vous ai parlé des petites lumières, je vous ai parlé j'évoque rapidement le GorillaPod, donc qui fait un petit peu trépied. Ça permet aussi de mettre un appareil photo, ça permet de mettre un téléphone portable, ça permet de mettre une petite lumière. Je m'en sers aussi parfois pour mettre des micros. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et ça, c'est vraiment un de mes objets préférés. Ça s'appelle le Color Checker et ça permet de faire la balance des blancs sur votre photo. Je ne sais pas si vous connaissez tous les principes de charte de gris et de balance de couleur. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de photos, de vidéos sur la chaîne YouTube de X-Rite qui parlent vraiment de manière très précise de ça et beaucoup plus précise que je serais capable. Mais en fait, la balance des blancs, c'est ce qui va permettre en fait de déterminer la couleur du blanc sur votre photo et du coup, ça va avoir une incidence sur toutes les couleurs de votre photo. Donc, je vous ai dit que la couleur était quelque chose qui était très important pour moi en termes de recettes.
de création culinaire, mais c'est aussi quelque chose qui est très important aussi dans l'édition, parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense de bien retranscrire les couleurs entre l'appareil photo, votre ordinateur et le résultat final et ce que les gens verront sur leur téléphone. Et si vous êtes comme moi et que vous apportez une importance presque maladive à la couleur, et même si vous êtes plus modéré, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment hyper attention parce que très facilement ça peut changer. Un rouge peut devenir un orange, un jaune peut devenir un orange, enfin bref. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, votre vision, comme je vous expliquais, elle n'est pas très bien retranscrite et voilà. Et ce petit outil, en fait, qui est vraiment minuscule, je vous le montre. En fait, c'est vraiment, il s'appelle Passport, mais en fait, c'est la taille d'un passeport. Il est tout petit comme ça, et là, vous avez 2 grilles, donc vous pouvez très bien faire la balance des blancs là-dessus. Ou alors, vous avez pas mal plus de couleurs qui peut vous permettre de créer des ambiances en fait sur votre photo. Et je vais vous montrer hyper rapidement comment on s'en sert. Hop. Voilà. Donc par exemple là sur la photo de la kefta que je vous avais montré, moi ce que je fais c'est d'abord je fais mes tests avec l'assiette. Ensuite, je cuisine la fin de la recette. Je vais la placer dans l'assiette. Je vais vérifier que ça correspond bien à l'image que j'ai. Donc là, là évidemment, c'est pas la photo finale. On a mon diffuseur qui est ici. Donc la photo finale va vraiment être prise d'en haut, comme ça, comme je vous avais montré avec le trépied. Et une fois que je suis satisfaite de la mise en scène, je vais venir faire une photo avec le color, le passeport. Donc ça peut être une autre charte gris, ça peut être une charte qui est plus petite, plus grande, le color checker, voilà. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est vraiment très très complète et elle est complète et compacte. Donc moi j'adore. Et voilà, vous allez faire une photo de test avec ça. Et ensuite, ce qui va se passer, ça va être dans l'édition. Hop, vous allez. Bon, je suis sûre que la plupart des gens connaissent ça, mais au cas où, ça ne mange pas de temps de vous montrer. Pas forcément. Et bah ok, super. Alors moi, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre comment marchait la balance des blancs. Et je suis vraiment contente d'avoir compris parce que ça me permet vraiment d'avoir donc d'une part des couleurs beaucoup plus vraies par rapport à mon œil en fait, et d'autre part de pouvoir assez facilement reproduire le résultat. Ce qui est encore une fois, si on shoot son assiette de carottes râpées pour mettre ça sur Instagram pour ses potes, bah, c'est pas très grave. Mais si on a envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel, que ce soit pour une boutique, que ce soit pour un client, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pipette qui est ici, donc vraiment dans les réglages de base. Et vous allez venir choisir un gris, voilà, un gris tout simplement. Et là, vous voyez, ça a changé toute la photo. Et là, par exemple, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vert. Et hop, là, j'ai quelque chose d'un petit peu, parce que ce blanc-là est un tout petit peu plus violet, et du coup, j'ai quelque chose qui va être un tout petit peu plus violet. Bon, c'est difficile, c'est un peu, je ne sais pas si vous arriverez très bien à le voir, mais par exemple, là ça va très bien se voir. Si je choisis du rose, tous les blancs vont passer en couleur verte. Voilà, donc on va revenir en arrière, par exemple. Hervé, est-ce que tu veux préciser d'autres choses sur la balance des blancs? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en intégrant la charte, comme tu l'as dit, ça permet de retrouver la précision des couleurs et d'avoir peu d'écart entre ton image à la retouche et le résultat à l'impression. Et c'est aussi un outil qui est extrêmement utile quand on travaille les séries. Tu en as parlé tout à l'heure, mais je préfère en reparler. Imaginez que vous avez comme ça 3 ou 4 assiettes que vous voulez présenter, mais vous ne les prenez pas forcément le même jour avec le même éclairage, mais elles vont être présentées sur un site ou dans un catalogue, soit de côte à côte ou l'une après l'autre. Si vous avez fait un choix d'une valeur de blanc précise, eh bien, d'une image à l'autre, votre série, elle va être superbe, quoi. Alors que faire ça à la main, sans une charte, mais c'est un temps passé qui est colossal. Là, c'est vraiment, effectivement, avec la pipette, c'est un clic. D'autre part, la charte, ici, on l'utilise de manière manuelle, mais elle est livrée aussi avec un logiciel qui s'appelle Color Checker,
qui permet d'intégrer, c'est un plugin pour Lightroom et pour Photoshop, qui permet de créer un profil de prise de vue qui tient compte du boîtier, de l'optique qui est montée dessus et des conditions de lumière et d'éclairage de la scène. Voilà. Juste pour savoir que au-delà de l'objet, qui est la Color Checker Passport, il y a un environnement logiciel qui vous permet de l'intégrer complètement dans votre flux de travail, que vous travaillez d'ailleurs sous Lightroom, sous Photoshop, sous Capture One et les produits DxO. Je te laisse reprendre. Et ouais, ce que tu dis sur les séries, c'est vraiment très très vrai. Et moi, pour vous montrer, avant j'en avais pas du tout. J'utilisais rien, donc du coup, je passais des heures de ma vie, du temps que je ne reverrai jamais, à essayer de faire une balance des blancs correcte parce qu'il y avait un nuage qui était passé à ce moment-là et du coup qui avait rendu la scène bleue. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment une perte de temps qui est terrible. Et ensuite, j'ai une toute petite charte, pour son être une blogueuse. J'ai une toute petite charte, voilà, qui a commencé quand même qui m'a quand même pas mal aidée. Mais bon, qui a ses limites. Et ensuite, du coup, je suis passée au passeport. Et bon, là, ça a quand même un petit peu changé le game. Et voilà. Et donc, du coup, c'était assez cool parce qu'il est vraiment tout petit. Je peux l'emporter avec moi quand je suis en shooting à l'extérieur. Enfin, rappelez-vous quand il y avait un monde extérieur. Alors, c'est reparti. Je vais vous remontrer. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu du matériel de la... Hop, 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 hop. Voilà. Donc le color shaker. Alors là, je vais vous montrer mon bureau. Donc, c'est un peu intime. Là, c'est pas encore mon bureau idéal, mais on commence à s'y rapprocher. En fait, moi, je travaille avec un MacBook 15 pouces, qui est quand même assez puissant parce qu'il est un petit peu, voilà, il est quand même pas mal. Et ce qui a quand même pas mal changé ma vie, c'est cet écran qui est un écran vraiment de retouche. C'est un BenQ de 27 pouces. Il est assez grand. Et vraiment installé comme ça, j'ai un confort dans l'édition qui est quand même assez phénoménal. Et ça me permet encore une fois d'être d'autant plus précise. Et plus je suis précise, plus en fait je suis satisfaite parce que ça correspond à l'idée que j'avais en fait dans ma tête. Donc le fait d'avoir le bon matériel comme ça pour pouvoir retranscrire l'inspiration que j'ai eue, ça je trouve ça quand même assez formidable. Donc en fait je connecte juste, bon voilà, vous connaissez ce principe, je connecte mon ordinateur voilà, et ça à mon ordinateur. Pardon, je connecte mon écran à mon ordinateur principal et ça vient en fait du coup m'augmenter ma surface de travail. Ça me permet aussi d'avoir des avant-après sur le même écran, ce qui est quand même assez pratique. Et là-dessus, je peux travailler pendant des heures sans voir le temps passer et vraiment en étant très j'ai un confort oculaire en fait qui est complètement différent que si j'étais juste sur mon Mac. Après, juste mon ordinateur, comme je fais pas mal d'allers-retours en train, ça reste quand même pratique. Mais je sais que dès que je dois vraiment faire de l'édition, bosser un peu plus, il y a de la sauce soja. Dès que je dois vraiment travailler de manière un peu plus précise, je suis vraiment contente de retrouver mon écran. Il a aussi une dalle mat. Enfin, contrairement à l'écran du Mac qui est quand même assez brillant, là, ça me permet vraiment de travailler tranquillement. Vous pouvez aussi installer une casquette en fait sur le dessus. Moi, j'ai choisi de pas le faire parce qu'il n'y a pas de reflet en fait. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais si jamais vous travaillez, vous avez une fenêtre dans le dos, si jamais voilà, ça peut être pas mal d'installer une petite casquette. C'est vraiment très simple, ça coûte 2 fois rien et ça permet d'isoler un petit peu, un peu comme les chevaux de course là avec leurs œillères en fait. C'est un peu le même principe. Donc voilà, donc ça c'est voilà mon petit bureau. Le matériel, un truc dont je voulais vous parler aussi qui me semble quand même assez intéressant et qui, pour moi, enfin, encore une fois, ça fait une assez grosse différence. C'est cette petite sonde de calibration. Ouais, c'est vraiment tout, voilà, tout petit.
Il y a un petit harnais en plus, comme ça fait un super sac à main. En fait, c'est une sonde qui va venir analyser les couleurs de votre écran. Donc, il va lui faire du test. Là, c'est pas du tout sur, là, j'ai mis sur ça parce que je suis en train de faire la photo, mais elle va, elle va l'écran va lancer un programme où il va tester les couleurs qu'il est capable de faire. La sonde va venir récolter ces informations et va dire, OK, donc en fait, quand l'écran pense faire du rouge, il fait un rouge qui est légèrement plus vert que le rouge qu'il devrait vraiment faire, en fait. Et ensuite, cette sonde va venir créer un programme, en fait, pour compenser ça et pour faire le pont entre la couleur de base de l'écran et la couleur la plus proche possible de la réalité que vous avez choisie, en fait, du profil de couleur que vous avez choisi. Et ça En fait fait, on voit vraiment... très bien sur une des images Ouais, que tu avais avant. Si oui, tu reviens un tout ouais, petit là, peu en arrière. on voit vraiment la différence, là, Oui. effectivement. Et on voit que l'écran, en fait, Ouais, on le sait pas, mais hop, ça, ouais, celle-là. En fait, ouais. l'écran, il est parfaitement calibré, c'est-à-dire que la valeur du blanc et ce qu'on appelle aussi la luminance, c'est-à-dire la quantité de lumière émise par l'écran, elle est réglée de manière précise et professionnelle. Et là, on voit que le portable, peut-être que tu l'as calibré, mais il n'y arrive pas parce que c'est pas un écran Mm. aussi professionnel. C'est vrai que c'est un écran brillant et ça peut aussi un petit peu jouer. Alors, Et c'est sache pour qu'il ça est qu'il y a un écart calibré. en fait entre les deux. Il est tout à fait calibré. Oui, C'est juste que Mac a décidé de ne pas aller plus loin que ça. Ils ont dit, hop, c'est tout. c'est ça. Mais non, non, il est tout à fait calibré parce que Oui, quand j'ai eu la sonde, j'ai commencé par calibrer l'ordi. Ah non, non, j'ai fait la calibration de mon Mac avec Rémi, qui m'a montré comment ça fonctionnait. Et, oui. euh, et du coup, voilà. Et au début, ça m'a fait Non, mais vraiment un choc parce que les écrans Mac, comme tous les écrans, en fait, quand ils sont neufs, quand ils arrivent, ils sont extrêmement brillants, les couleurs sont très flatteuses et tout ça. Et moi, j'avais pris l'habitude de travailler avec ça. oui. Et du coup, je comprenais pas quand je voyais mes photos sur mon téléphone, quand je voyais mes photos sur les téléphones des autres. Et ben, il y avait vraiment une différence que je comprenais pas. Et du coup, une fois qu'on a calibré mon Mac, les couleurs sont devenues complètement différentes. Et moi, au début, j'étais vraiment choquée, presque énervée, parce que je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas marché. Je vais me retrouver avec des couleurs qui ne sont pas les bonnes, et je suis pas du tout habituée. Et c'était vraiment très déstabilisant. Au bout d'une semaine, je m'étais complètement habituée aux vraies couleurs, en fait, au final. Mais c'était vraiment très déstabilisant. Et je pense que ça vaut vraiment le coup si on travaille de manière un peu professionnelle en photo, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que après, on se retrouve avec un résultat qui est vraiment beaucoup plus précis, quoi. Et là, vous voyez encore qu'il y a une différence entre mon ordinateur de base et mon écran de retouche. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, quand on travaille comme ça avec deux écrans, c'est de calibrer le plus finement possible l'écran de retouche et vraiment s'en servir comme base. Donc c'est pour ça que maintenant, si je dois travailler sur des photos, je passe systématiquement sur cet écran-là. Pour le travail, j'ai un autre ordinateur encore qui a les couleurs qui sont encore différentes et je repasse systématiquement sur mon écran BenQ C'est ça. pour m'assurer que les photos soient vraiment enfin, les meilleures possibles. D'autant plus que pour les photos que je produis pour mon travail vont être imprimées, mais elles vont aussi se retrouver sur le site de l'entreprise. Donc ça, c'est encore différent parce que les couleurs ne vont pas rendre pareil. Et donc pour avoir un résultat qui sera le plus homogène possible, c'est vraiment important de travailler sur un écran qui est bien calibré. Euh, c'est aussi important parce que ça abîme moins le matériel. Donc, du coup, vous allez avoir du matériel qui va vous durer plus longtemps. Et du coup, c'est plus écolo. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'adore ça. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre soin de nos matériels et qu'ils durent le plus longtemps possible, qu'on n'ait pas besoin d'en racheter tous les 2 ans. Et voilà. Et si faire une petite calibration de son écran tous les trois Une fois mois, ça par fait mois. ça. Une fois par mois, ah bah ok, bon, Ouais. faut que je le refasse du coup. Voilà, si faire une petite calibration de son écran de temps en temps, ça permet d'avoir un meilleur confort, des photos qui sont plus belles et qui sont plus
voilà, qui sont plus en harmonie avec avec le résultat que vous vouliez et avoir des choses qui tiennent plus longtemps. Et ben, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Si vous avez des questions plus techniques comme ça sur la calibration, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, sur la chaîne de X-Rite, vous avez énormément de ressources qui sont très très bien faites, donc il faut vraiment pas hésiter à aller voir ces vidéos-là si vous avez envie de continuer à apprendre. Moi, je vais finir cette présentation en vous donnant mes 5 astuces qui pour moi font vraiment la différence en matière de photo culinaire. Alors, attendez, hop, je retourne. Alors, pour moi, le plus important, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de savoir quelle histoire vous avez envie de raconter. Et ensuite d'apprendre petit à petit comment faire de cette envie une réalité en fait. Et ça n'arrivera pas du premier coup, c'est vraiment vraiment pas grave, mais il faut juste que vous vous lanciez, que vous testiez des trucs, que ce soit avec votre téléphone portable, que ce soit avec un appareil photo qui est un peu pourri, c'est vraiment pas grave. Moi, je travaille quelque chose qui est assez pas mal, mais vraiment, j'ai commencé avec un smartphone, hein, donc je travaille avec le RX1 de Sony. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un full frame, il est assez compact, donc j'ai voyagé avec et c'était vraiment super. Et il ouvre, c'est un 35 mm qui ouvre à 2, donc c'est quand même assez chouette. J'aimerais bien, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir plusieurs focales, peut-être quelque chose, évidemment 24-70, ça peut être l'idéal. Moi, je vais bientôt en changer, donc je pense que je vais prendre plusieurs zooms comme ça pour pouvoir, plusieurs focales pour pouvoir être un petit peu plus polyvalente, parce que là, quand c'était juste moi, juste mes besoins perso, c'était vraiment pas le 35 mm me va très bien. Donc voilà, donc mon premier conseil, ça va être de comprendre l'histoire que vous avez envie de raconter, bien identifier le sentiment que vous avez envie de passer au spectateur et de faire des essais pour vraiment arriver au mieux à ce que le résultat soit à la hauteur de ce que vous avez envie de faire. Et surtout, ça ne va pas tout de suite ressembler à ce que vous avez envie de faire et c'est pas grave. Il faut pas que ça vous frustre. Il faut vraiment que vous continuez en fait à faire. En fait, la chance enfin le bonheur de cette discipline, c'est qu'elle est très vaste, comme je vous ai dit, mais qu'à chaque fois qu'on refait quelque chose, à chaque fois qu'on fait une photo, on peut faire mieux que la fois d'avant, si on le décide évidemment. Mais il faut vraiment que vous appreniez à intégrer les erreurs que vous avez faites et à chaque fois faire mieux. Par exemple, vous n'avez pas utilisé une charte de gris, du coup votre balancier blanc c'est compliqué. Ok, la prochaine fois je sais que je dois utiliser une charte de gris. Par exemple, vous avez utilisé un fond qui est trop fouillis et on voit mal le plat. Ça m'est arrivé plein de fois et la prochaine fois, ok, c'est bon, c'est pas grave, je choisis quelque chose de plus simple et voilà, à chaque fois mettre en application en fait les erreurs. Par exemple, quand vous êtes en train je sais que moi j'aime bien faire ça quand je suis en train de faire une édition et parfois je suis en train de pester parce que je me dis ok, mais si jamais j'avais fait ça, ça serait 1000 fois mieux. Et ben je note ce que j'aurais pu faire de mieux parce qu'une fois que je suis dans mon autre shooting, dans la précipitation, évidemment je vais oublier, donc du coup je note et ça me fait un peu une checklist de les points que j'ai envie d'améliorer. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une chance parce que on voit son travail monter en puissance à chaque fois. Et cet aspect-là de la photo, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans la cuisine. À chaque fois qu'on refait un plat, c'est mieux. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà, pensez bien à l'histoire que vous avez envie de raconter. Ensuite, le conseil que je vous donne, que je vous ai déjà un petit peu donné, c'est de commencer avec ce que vous avez. Regardez autour de chez vous, regardez, regardez où vous pouvez et vous pouvez piquer un tissu par-ci, une assiette par-là, quelque chose qui pourrait faire un fond, un bout une porte de placard, voilà, n'importe quoi.
et qui peu à peu va constituer votre répertoire d'objets. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer par acheter des choses qui vont coûter très cher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 1200 fonds photos en vinyle comme une personne qu'on ne citera pas. Donc voilà, commencez vraiment avec ce que vous avez et ça sera très très bien. Et c'est vrai qu'on peut souvent détourner des choses. Tu parles de fonds, Oui. quelque chose il faut pas avoir peur de ça, puis essayer comme tu disais. Oui, faut vraiment faire ça. Moi, j'ai un grand drap blanc que m'a passé une amie. Ça me sert vraiment dès que j'ai envie d'avoir un petit morceau de tissu ou même un fond blanc type nappe, c'est super. Je m'en suis aussi servi comme quand j'avais pas de diffuseur comme un diffuseur pour venir un petit peu casser la lumière. Donc un drap blanc, un drap noir, ça servira toujours de toute façon. Et ensuite, les serviettes, il m'est arrivé de me servir d'une chemise dont j'aimais bien le motif pour venir l'intégrer, pour faire comme si c'était une serviette de table. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser des petits pots, enfin n'importe quoi en fait. Il faut utiliser ce qui vous plaît, utiliser ce que vous avez autour de vous. Et en plus, ça poussera vraiment à la créativité. Et en plus, en ce moment, quand on ne peut pas sortir, c'est un peu le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire avec ce que vous avez autour de vous. Ensuite, le troisième conseil, ça va être ce qui pour moi a fait une grosse différence dans ma pratique, ça va être la charte de cri dont je vous ai parlé. Ça coûte pas très cher de s'équiper et je trouve que je vous encourage pas à faire des 1000 dépenses, comme je vous l'ai dit, mais ça, pour moi, c'est vraiment une petite dépense qui changera la donne. Et si vous avez un besoin de série, si vous avez un besoin de faire des choses qui sont reproductibles, il faut vraiment pas hésiter à utiliser une charte de cri, que ce soit une grande comme ça ou alors une petite comme le passeport. Pour moi, ça m'a fait faire un bond de géant dans ma pratique. Ensuite, je pense qu'il faut faire vraiment très important. Instant. Oui. Je te montre donc la charte. Tu as montré la Color Checker Passport. On a montré une grande. Là, j'en ai une grande aussi. Oh wow, ok, t'en as beaucoup. Okay. Elle existe en format classique mini, comme ça vaut, je crois, 59 €. Hein, donc, c'est pas. Tu l'as d'ailleurs avec l'iOne Studio. Et celle que très peu de gens voient d'habitude, c'est la Color Checker Nano. Alors ça, c'est fait pour de la photo macro. Et donc, ça peut. Mais c'est utilisé si tu dois faire un gros plan, par exemple, d'une fleur et que le pistil doit être précis. Alors, elle vaut 159 €. Hein, parce que chacun des parties. Je triche pas, hein, ça c'est la nano. Non, mais c'est fou. Mais c'est hyper bien parce qu'on s'adresse à tout le monde. Si par exemple on a des gens qui sont hamsters et photographes, ils peuvent aussi utiliser ça, quoi. Donc c'est chouette. Je l'ai fait aussi pour les gens qui prennent en photo des petits bonhommes Lego, par exemple. Ouais. Et donc, en fait, pour que la charte fonctionne, il faut qu'elle remplisse pas plus que la moitié de l'image. Sinon, si vous prenez en photo qu'un tout petit bout de l'image, vous n'avez pas toutes les plages. Et donc, pour la photo de macro ou de très très près, ça existe et c'est fait pour ça. Alors, je la range précautionneusement. Donc, celle-là, c'est la Color Checker Nano. Ok, et bah, je sais pas pourquoi, mais ça me met en joie que quelque chose de si petit existe. Faudrait que je te la prête si tu as besoin de faire un shoot précis. Et puis là, j'en ai une beaucoup plus grande. Ça, c'est la version vidéo. Mais ce format-là, qui est le format XL, il est fait pour pouvoir travailler quand on est sur du grand angle. Donc, aucun intérêt en photo de food. Mais pour la photo de drone, c'est extrêmement utile puisque le drone, on est toujours avec de la distance. Voilà, juste pour que vous sachiez qu'il existe. Il y en a même une encore plus grande pour les stades de foot, etc. Mais celle-là, c'est sur plusieurs milliers d'euros, donc on ne va pas y aller. Non, non. J'ai arrêté de prendre en photo les stades de foot, ça coûtait trop cher. Ok, bah super. Il faut qu'on fasse attention au temps. Je te laisse continuer. Ouais, ça marche. J'ai bientôt fini de toute façon. Ensuite, un autre conseil qui pour moi est très très important et quelque chose que j'ai négligé pendant assez longtemps, c'est de faire attention à mes fonds. Ça peut donc, comme je vous disais, utiliser ce que vous avez. Ça peut être un bout de drap, ça peut être un bout de nappe, ça peut être n'importe quoi. Mais vraiment, ça va vraiment faire la différence avec une photo bof et une photo qui commence à être un petit peu chouette. Les fonds, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser
si vous faites de la photo de food, aussi vous faites autre chose. Hein. Vraiment, ça c'est pas du tout que pour la photo de plat. J'ai une copine par exemple qui prend pas mal de photos de vaisselle parce qu'elle a une boutique de vaisselle et l'utilisation de fond a vraiment, enfin je trouve pas mal changé la donne et ça fait tout de suite plus propre, plus professionnel en fait. Et les fonds, ça peut coûter 10 euros. Moi, la boutique que j'adore, qui est une boutique anglaise, ils sont autour de 20 pounds, donc c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, si vous avez envie de vous équiper, je vous conseille d'en prendre 4-5 une fois que vous avez bien identifié quelle atmosphère vous avez envie, qu'est-ce qui vous plaît esthétiquement. Et ça fera vraiment une grosse différence. Et ensuite, mon dernier conseil, là, ça va vraiment être beaucoup plus technique. Ça va être de ne pas. En fait, je m'inspire aussi des erreurs que j'ai faites et dans l'espoir que vous de vous faire gagner un peu de temps. Enfin, peut-être que vous n'allez pas les faire en fait, mais moi, j'ai pas mal tendance, surtout parce que j'ai un appareil qui ouvre pas mal, à faire. À prendre une grande ouverture et du coup à faire des photos à 2, à 3 et en fait me retrouver avec énormément de profondeur de champ et donc beaucoup de flou sur des éléments de mes photos. Et je pense que je fais ça parce que ça me donne un peu un air genre pro quoi. Et j'ai envie de jouer un peu avec ça. Mais en fait, je trouve que spécifiquement pour la photo de food, ça vaut pas toujours le coup. Parce que pour moi, c'est très important de bien montrer les éléments qu'on a. Et du coup, maintenant, je recommanderais plus une ouverture à 5-6, une ouverture à 7-1 qui est très bien, où on va avoir plus d'éléments parce qu'en fait, c'est vraiment dommage. Vous avez mis du temps dans la mise en scène, vous avez mis du temps à bien mettre en place tout ça, vous avez fait attention aux photos. Vous avez fait attention à ce que vous avez mis dans l'assiette aussi. Et vous retrouvez avec un bout de betterave qui est un petit peu flou et voilà. Et je parle vraiment d'expérience. Je suis un peu revenue de ça parce que je pense que maintenant c'est beaucoup mieux qu'on voit un petit peu, tout. Et donc voilà. Donc ça, si je peux me permettre un peu ce conseil-là. Et donc, vraiment mettez en avant ce que vous avez envie, l'histoire que vous avez envie de raconter. Mettez en mise en scène de la photo des éléments qui sont en rapport avec votre recette. Pendant un moment, la mode, c'était de mettre des colliers de perles quand on faisait des photos de gâteaux. Et j'ai jamais trop compris parce que pour moi, tout ce qui est sur la photo doit soit être en lien avec la photo, donc un ustensile par exemple, ça passe, soit être quelque chose qui se mange en fait et qui est dans la recette. Si jamais vous mettez de la ciboulette alors que le plat n'en comporte pas, ça n'a pas de sens en fait. Faites des choses qui ont du sens et voilà. Et la photo ne sera que plus gourmande et c'est vraiment le sentiment qu'on a envie de transmettre. Donc, dans ce webinaire, malheureusement, à cause du temps, il a fallu que je passe sur pas mal de choses qui sont quand même très intéressantes. Mais donc n'hésitez pas, les questions sont là pour ça. Je vais vous donner 2-3 ressources que vous retrouverez dans la bio. Hervé vous avez fait un joli petit texte pour prolonger, notamment 2 livres que j'aime beaucoup. Je vous les présente super rapidement. C'est 2 livres en anglais malheureusement, mais je suis sûre qu'il y a des traductions qui doivent traîner quelque part. Celui-là, ça s'appelle Plate to Pixel. Et c'est un des premiers livres de photographie que je connaisse en fait. Je l'ai vraiment acheté il y a, je pense qu'il y a 10 ans, enfin vraiment il y a très longtemps. C'est Hélène Dujardin qui est une Française qui vit aux États-Unis et une des papesses de la photographie qui l'a écrit. Et il est super parce qu'il reprend très précisément cette histoire de technique, de mise en scène, comment travailler avec la lumière naturelle, voilà. Et il a vraiment un langage qui est très très accessible, donc ça c'est super. Si vous avez How to Photograph Food, qui vient juste de sortir, de Beata Lobas, qui est une blogueuse food qui est extrêmement talentueuse. Et pareil, elle aborde énormément de sujets qui sont très intéressants. Elle parle aussi beaucoup de la vaisselle, de ce qu'il faut choisir, voilà. Et surtout, elle a un style de photo qui est assez sombre, comme je vous montre là. Et donc ça, si c'est des photos, si c'est un esthétisme qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder ce livre. Et sinon, je voulais aussi parler Attendez, je vous montre. Alors, pardon, je voulais vous montrer. Ah, pardon. J'ai un chat dans la gorge.
C'est bon. Je voulais aussi vous montrer cette photo parce que ça, c'est une photo que j'ai fait au smartphone. Donc, pour vous montrer qu'on peut avoir des résultats quand même assez satisfaisants juste avec un téléphone portable. Voilà. Je voulais vous parler de... Je vais pas tenir jusqu'à la fin. Pardon. C'est mon angine. Je vais vous parler de Marie Laforêt, qui est une blogueuse que j'admire énormément et qui a aussi un compte. Je suis désolée, j'ai tenu 1 h 30 et là, je pense que c'est la fin. Voilà. Marie Laforêt, elle a un compte, elle est vraiment très très connue dans le domaine de la photographie culinaire parce qu'elle est extrêmement douée. Et elle a aussi un compte de photos que vous retrouvez sur son compte Instagram. Et en fait, elle va partager énormément d'astuces et de beaucoup de backstage en fait, de comment elle fait son travail. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que. Vas-y, moi je vais présenter les offres de Digixo. Comme ça, toi, tu bois un peu d'eau, tu te Mais ça va, attends, prépares. je Tu peux peux? juste finir, j'en ai pour 2 minutes, Ah, je te si tu promets. veux, comme tu veux. Ouais, c'est bon, là ça va mieux. Donc Marie Laforêt, donc elle fait des très belles photos et elle a un compte vraiment spécialisé sur la photographie et où elle va donner en fait des ressources pour les photographes culinaires. Elle a fait un e-book par exemple qui est vraiment excellent, qui est très très accessible en fait. Et voilà, tout ce qui est, elle fait d'excellentes transmissions et moi c'est quelque chose qui me touche vachement et je trouve qu'elle est vraiment très douée là-dedans. Donc je vous encourage vraiment d'aller voir son profil. En plus c'est quelqu'un de vraiment très très chouette. Et il y a aussi le compte de Rose Citron VG qui est une photographe et une créatrice. Elle écrit aussi des livres. Je ne sais pas si elle est là ce soir, mais ce serait chouette. Et elle est vraiment très très talentueuse. Et elle partage aussi pas mal de backstage, de ses techniques. C'est elle qui m'avait montré notamment comment faire un fond en peinture. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ces personnes qui sont talentueuses, qui partagent leurs connaissances et je pense que c'est vraiment des personnes qu'il faut encourager. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ma voix. Tu peux. Non, mais c'était pour toi. Non, c'est bon. Alors, j'insiste, les références dont tu as parlé, Maria, c'est-à-dire les 2 livres, les 2 blogueuses créatrices, et puis elle avait parlé de Rémi Chapeau-Blanc. Je vous ai tout préparé, vous aurez des liens et les références exactes des livres avec les auteurs. Ça, vous allez le recevoir par écrit sous forme d'un petit email pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous ai préparé un petit truc avec l'accord de Maria. C'est ceci. Alors, comment ça marche ça? Ah. Donc, j'ai un document à distribuer. Tout va bien. Je vais te revenir. Je sais pas. Donc, j'ai un document normalement qui va vous être distribué. Peut-être. Comment on fait ça? Un petit instant. Voilà. Hop. Est-ce que vous le voyez ou quand je fais ça, ça m'étonnerait. Si, peut-être. Est-ce que vous voyez ce document? Non, hein, je crois pas. Ok. Donc, on va vous donner un lien. Ce sera sur la page Instagram de Maria. Et vous aurez la recette complète de la polenta crémeuse avec ses figues rôties à la sauge et parmesan qui vous sera détaillée. Et donc pas juste raconté comme ça vite fait, vous aurez les ingrédients, le grammage et tout sur ta page Instagram. Hein. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je vais la poster ce soir, comme ça vous pourrez, tant qu'il reste encore quelques figues, vous pourrez l'essayer chez vous. Oui, et puis voilà. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que tu me repasses en fait la main pour que je puisse être présentateur, juste pour montrer un truc. Et Pas de ensuite, on problème, passe à quelques questions-réponses. ça marche. Comment je peux faire ça? Ah bah, je vais reprendre la main, moi je pense que je peux.
D'accord. Hop. Oui, c'est fait. Ah. Puis, et donc ici, je vais vous présenter ça. Ce sera tout simple. Donc, est-ce que vous avez bien l'écran là? Maria, c'est bon? Ouais, je vois bien l'écran. Parfait. Donc, avec le partenaire qui est le revendeur Digixo, qui est basé à Paris, rue de la Banque, on a mis en place, on vous a concocté quelques petites offres sympas qui sont valables jusqu'au 13 novembre. Donc, sur le site de digixo.com, et vous aurez les références dans l'email de remerciement qu'on va vous envoyer. Et donc, jusqu'au 13 novembre, vous pouvez avoir 15% de remise en plus par rapport aux offres en cours sur les produits X-Rite en tapant, et je vous ai mis le code qu'il faut que vous tapiez à la commande. Je vous ai remis ce code de toute façon dans le message que vous allez recevoir. Et si ça vous intéresse pour les écrans, vous avez 7% de remise, qui est plutôt important parce que sur BenQ, les prix sont très serrés pour ceux qui sont intéressés. Pour vous donner une idée, un 24 pouces, normalement, le prix public, c'est 449 € TTC. Pour la version 24 pouces complète avec la visière anti-reflet dont on a parlé, c'est un écran avec une dalle mat qui couvre 99% d'Adobe RVB qui est fait pour la retouche photo. Ça, c'est le petit modèle. Et je vous ai mis aussi le 32 pouces. Alors là, on est plutôt sur 1779 € TTC. Ça, c'est sans la remise, donc vous aurez une petite remise quand même intéressante dessus. Et il y a des 27 pouces qui sont quand même autour de 700 €, ou en tout cas en dessous de 800 € TTC, qui peuvent être intermédiaires aussi. Donc 24 pouces autour de 450, un 32, je vous ai dit 1780, et des 27 pouces autour de 800 € TTC. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est ce que Digixo nous a concocté. Je vais te redonner la main tout de suite pour qu'on puisse passer à la session questions-réponses. Et après, on va libérer tout le monde. Alors, un Ça petit marche. instant. Voilà, C'est bon? c'est bon. Super. Alors, La qu'est-ce qu'il y a partie comme question? questions-réponses. J'ai noté pas mal de questions au fil de l'eau. Et il y a des questions toutes simples et techniques, mais comment on replace les éléments? Est-ce que tu le fais à la main ou est-ce que tu utilises la petite pince que tu as montrée ou une pince à épiler avant de prendre les photos quand tu fais ta mise en assiette? Je les place à la main. La pince que je vous ai montrée, c'est pas une pince à épiler, c'est une pince plutôt comme pour un grille-pain en fait. Donc c'est quelque chose de vraiment plus gros. Vous pouvez utiliser une pince à épiler si vous voulez, mais en fait moi, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec mes mains, donc je m'assure d'avoir les mains bien propres et je vais replacer. Ce que j'utilise aussi pour que ça soit un petit peu plus pratique, c'est que mon téléphone, je le connecte avec mon appareil photo et du coup ça c'est vraiment spécifiquement quand je fais des photos d'en haut, donc des flat lay. Mon téléphone portable devient mon viseur et mon déclencheur, donc je n'ai pas besoin de toucher à ma caméra et j'ai juste à regarder en fait sur mon téléphone comment ça se place et d'une main je peux le regarder et de l'autre replacer pour que ce soit plus élégant, plus esthétique et voilà, donc ça c'est vraiment ça me permet de gagner pas mal de temps et de pas avoir à redémonter à chaque fois parce que c'est une horreur, et du coup je fais ça juste simplement à la main. Super. Beaucoup de questions sur les fonds. Ouais. Tu sais, les fonds que tu utilises à plat pour présenter tes prises de vue, on n'a pas saisi le nom en fait du lieu où tu les as achetés, ou est-ce que tu as un conseil pour les gens qui cherchent ce genre de choses?
Ouais, je l'ai pas donné, mais je peux tout à fait le partager. Ma boutique, il y en a pas mal, hein, mais ma boutique Mhm. préférée, c'est Black Velvet Backdrop, je crois. C'est un compte Instagram. On peut le mettre dans la bio si les gens sont intéressés. Oui, Après, il y en a plusieurs vraiment, mais ça, c'est ceux que j'ai trouvés qui étaient les plus réalistes et les plus élégants. Je crois que j'en ai entendu parler sur le compte Instagram de Marie Laforêt dont je vous parlais justement. Et voilà, c'est vraiment ma boutique préférée. En plus, ils ont tout le temps des offres. On en achète trois, on a le quatrième qui est gratuit. Enfin voilà, des trucs comme ça. d'accord. Elle fait aussi un concours sur son Instagram où on peut gagner un fonds tous les mois. Et voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de très chouette, donc c'est vraiment mon préféré. Mais vous avez des boutiques françaises aussi, si vous avez envie d'essayer. J'ai commandé sur une boutique française là avant le confinement, mais j'ai pas pu récupérer mon colis encore, donc j'en parlerai sûrement sur Instagram si je suis satisfaite des fonds. Mais voilà, Black Velvet Backdrop, c'est celui que je préfère pour l'instant. Nickel. L'adresse du magasin dans la région de Guérande pour acheter de la belle vaisselle. Alors, c'est la boutique, c'est vraiment très spécifique, je pense que ça va pas intéresser la plupart des gens. C'est la Ouais. boutique qui est juste en face de la collégiale. D'accord. Voilà, elle est à côté du magasin de pelotes de laine et voilà. Mais si les gens sont vraiment intéressés, qu'ils m'envoient un message sur Instagram et j'irai avec Oui. eux parce que j'ai envie de Mm. leur montrer ça. Et sinon, une boutique que j'aime aussi énormément à Nantes, c'est une boutique qui fait de la vaisselle vintage qui s'appelle l'Invitation. Qui est dans le quartier de Chantier Naval et qui fait vraiment En fait, elle va chiner de la belle vaisselle et elle met ça en vente. Et c'est vraiment très très beau les choix qu'elle fait. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Elle a un Instagram aussi. Très bien. Je pense aussi que dans pas mal de cas, c'est une piste que les gens fassent, tu sais, des vides-greniers, des brocantes. Hmm. Des fois, on trouve des Ouais. choses très intéressantes, c'est surprenant. Ah oui, oui, Donc, complètement. Hmm. chacun dans votre région, vous verrez, des fois, il y a des choses que on n'utiliserait pas forcément comme vaisselle pour soi-même, mais qui peuvent être des belles Oui, vaisselles de présentation. non, mais c'est sûr. Et surtout que là, dans la pratique de la photographie culinaire, on n'a pas besoin d'avoir un set de 6 assiettes parfaites, quoi. Moi, la plupart des assiettes, je l'ai en un ou deux, peut-être trois si vraiment j'adore ce modèle, j'en ai trouvé trois, et si jamais j'en casse une, je serais contente d'avoir la troisième. Mais au final, voilà, on n'en utilise pas tant que ça. On peut aussi avoir des assiettes qui sont dépareillées. Moi, ça me pose aucun souci. Les couverts, on peut très bien utiliser, comme tu disais, des vieux couverts un peu rouillés de vide-grenier. Ça dépend vraiment de l'esthétique que vous avez envie de donner, quoi. Il y a pas de, la seule limite, c'est celle que vous fixez, quoi. Donc, faut vraiment pas hésiter à sortir des chemins battus pour trouver des choses originales. Super. Visiblement, le document, il est passé, les gens ont reçu le PDF, donc tant mieux. Ok, Moi, je ne l'ai bah tant mieux. pas reçu, et c'est pour ça que je ne comprenais pas s'il l'avait, mais visiblement, c'est bon. Euh, il y avait pas mal de questions sur est-ce qu'il existe des cours pour apprendre la photographie culinaire? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Moi, j'ai pas connaissance en fait de. Après, je me suis pas non plus renseignée, mais j'ai pas connaissance de ce genre de choses. Je sais que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et on en avait parlé avec le Oui, oui. cirque photo notamment. Donc j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place bientôt et on préviendra les gens à ce moment-là. En fait, il faudrait vraiment que ce soit des journées ou des demi-journées parce que un webinaire d'une heure et demie, ça fait que passer à la surface en fait de la Oui. discipline. Et c'est déjà une bonne ouverture, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à montrer en fait. Donc idéalement, moi j'aimerais que pouvoir montrer aux gens qui viennent avec leur appareil, qu'on cuisine ensemble, qu'on prenne vraiment ce temps-là en fait. Mais sinon, à part ça, moi je connais aucun autre cours. Il y a énormément de ressources sur YouTube. Moi, je pense qu'on peut tout apprendre sur YouTube, hein, donc Oui, mais vraiment, par contre, ouais. ça peut être bien pour démarrer. Et je pense Oui. qu'effectivement, une des Mm. démarches, une des idées qu'on avait avec Maria, c'était peut-être de faire
un module en ligne qui pourrait être de 2-3 heures, mais ensuite de se donner rendez-vous pour une après-midi entière en Ouais. live. On ne peut pas le faire pour l'instant, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on essaiera de vous tenir au courant ou de communiquer autour de ça quand on pourra le mettre en place. Mais on avait des idées assez précises. On a déjà repéré des restaurants qui étaient prêts à nous ouvrir leurs portes en fait pour une journée entière et qu'on puisse privatiser. Donc, on pourrait carrément faire les photos dans la cuisine, quoi, d'un vrai Ouais, restaurant avec non, mais des ça pianos, serait avec tout. super. Ce serait vraiment super parce que moi, je pense que c'est très important parce que quand on cuisine pour prendre en photo, on ne cuisine pas de la même façon en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu aborder là, mais je pense que c'est vraiment très intéressant de montrer ça aux gens. Encore une fois, c'est pas tricher, mais c'est tout faire pour mettre au maximum le produit en avant et au maximum votre idée à exécution. Et donc, pouvoir, avec les gens comme ça, cuisiner, montrer des techniques et ensuite aller prendre la photo, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très chouette, qui serait super. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse, que tout revienne à un semblant de normal et qu'on puisse avoir ce genre d'activité parce que je pense que ce serait vraiment hyper chouette et ce serait pour les restaurateurs mais pas que en fait aussi pour les personnes qui ont envie d'avoir des super photos sur leur Instagram. Voilà, il y a plein de raisons qui nous poussent à avoir des belles photos dans le monde d'aujourd'hui qui est tellement visuel, quoi. Pour sublimer ces recettes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur l'aspect couleur, les écrans, on en a parlé. J'ai répondu à pas mal de questions comme ça pendant la session. Je Ok. suis conscient qu'on a un petit peu dépassé l'horaire, hein, donc ça c'est Oui. sûr. Désolée, on part. On vous a préparé vraiment un kit complet avec pratiquement des références sur tous les trucs qu'on a cités que vous allez recevoir. Je vais juste rajouter Black Velvet Backdrop peut-être pour les fonds. Et merci beaucoup. Je regarde juste s'il y a une dernière question. On a parlé d'un PDF, donc Mélanie, elle ne l'a pas reçu. Donc, alors c'est peut-être un lien que vous pouvez cliquer dans votre interface, mais vous inquiétez pas. Sinon, vous allez retrouver cette recette. Maria va la partager sur son compte Instagram. Je ne sais pas, tu l'as déjà mis ou tu vas la mettre demain peut-être? Non, je vais la mettre ce soir. Ce soir, voilà. Ouais, je vais la Et mettre donc, ce vous soir aurez le après tout lien de sur suite le là. compte Instagram qui va vous être envoyé de toute façon là tout à l'heure. Ouais, Voilà. je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que ça vous a un petit peu fait oublier le confinement et que vous avez appris des choses. Le niveau était enfin, il y avait pas mal de niveaux différents, donc j'espère que chacun a pu trouver quelque chose qui l'intéressait. Euh, N'hésitez pas si vous avez envie de voir d'autres webinaires sur des sujets un peu plus précis, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je suis assez connectée sur Instagram, donc si jamais vous avez des questions, si vous avez des retours sur ce webinaire, si vous avez envie de discuter avec moi d'un sujet qu'on a évoqué ce soir, n'hésitez surtout pas à m'écrire, je me ferai une joie de vous répondre. Et voilà, j'ai trouvé je trouve que c'était un exercice hyper intéressant de partager avec vous ce que je connais de ce domaine. Et merci beaucoup Hervé de m'avoir offert cette possibilité. Bah, merci à toi, merci, c'était super. Si vous êtes d'accord, on va arrêter là. Merci pour ce webinaire. Vous allez de toute façon recevoir un lien pour le regarder en replay si jamais il y a un truc que vous avez envie de revisiter, tout simplement. Je vous ai dit, on va vous mettre tout un petit kit avec les différentes références, les livres, etc., ainsi que les liens pour les Instagram de Maria, de ses deux amies créatrices qu'elle aime bien, avec qui elle travaille parfois. Je vous ai mis pour certains pas mal d'infos techniques. Je pense qu'on a répondu à la très grande majorité des questions. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Portez-vous bien, faites attention à vous. C'est pas si évident en ce moment, ni pour vous, ni pour nous. Et puis, ce qui est intéressant avec ce type de photographie, c'est que, effectivement, en utilisant les moyens du bord, on peut faire déjà des choses super. Et puis après, vous verrez si vous voulez pousser le bouchon plus loin, quoi. Hein. Oui, très bien dit. Allez, au revoir à Allez, tous. Très bonne soirée et
À une prochaine peut-être, parce que normalement, on devrait préparer quelques autres webinaires là dans les semaines qui viennent. Voilà. Au revoir.